Je croyais au mariage parfait. Debout dans notre cuisine ce matin, regardant Valérie siroter son café tout en faisant défiler l'écran de son téléphone avec ce sourire secret que j'avais commencé à reconnaître, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïf. Je m'appelle Ethan Rod. J'ai 35 ans, je suis architecte système senior et je gagne un solide salaire à 6 chiffres. J'écris du code propre et je me souviens toujours des anniversaires. Je pensais avoir épousé quelqu'un qui partageait ses valeurs. Valérie a 32 ans, des cheveux au burn et des yeux verts qui me regardaient autrefois comme si j'avais décroché la lune. Elle ne travaille plus depuis notre 2e année de mariage. Son choix, mon accord. Nous vivons dans une belle maison de 3 chambres que j'ai achetée avant le mariage, symbole de la stabilité que je pensais que nous avions bâtie ensemble. Je me souviens de notre rencontre lors d'une collecte de fonds pour une œuvre caritative. Moi, bénévole au support technique, elle, riant avec des amis autour d'un vin bon marché. Quand nos regards se sont croisés à travers cette salle de bal bondée, le cliché a semblé réel. 2 années de rencontres ont semblé se faire sans effort. Des week-ends dans la région des vins, des dimanches matins paresseux, le genre de compagnie facile qui rendait le mariage inévitable. Ensuite est venu le contrat de mariage. Le père de Valérie, Robert, a insisté là-dessus pendant nos fiançailles. Assis en face de nous dans ce bureau d'avocat stérile avec des chaises en cuir et des meubles en acajou, juste une précaution, a dit Robert, sa voix ferme mais pas méchante. La clause était simple, l'adultère annule tout droit sur les biens matrimoniaux. J'ai signé sans hésitation. Je ne tromperai jamais de toute façon, ai-je déclaré avec confiance. Valérie a signé, elle aussi, sa confiance absolue. Notre lune de miel en Italie a été tout ce qu'elle devait être. Des rues pavées, des couchers de soleil sur les vignobles, des rires résonnants dans d'anciennes villas. Nous avons fait l'amour sur des terrasses surplombant la Méditerranée, planifié notre avenir autour de bouteilles de Chianti. La vie était parfaite. Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Ça a commencé par de petites choses, des choses que je me disais que j'imaginais. Valérie qui se reculait quand je tendais la main vers elle la nuit, toujours sur son téléphone, souriant à des SMS qu'elle orientait hors de ma vue. Les soirées entre filles sont devenues des rituels bi-hebdomadaires. Les virées shopping s'étiraient en disparition de toute une journée. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle me repoussait avec une aisance calculée. « Je vais bien, je suis juste stressée », disait-elle. Les appels téléphoniques ont commencé à arriver tard le soir. Elle s'excusait pour aller aux toilettes en prétextant que sa sœur avait des drames sentimentaux. Mais quand j'insistais pour avoir des détails le lendemain matin, ces histoires étaient vagues, incohérentes. Sa sœur avait l'air d'aller très bien au dîner du dimanche. J'ai remarqué de la nouvelle lingerie dans le panier à linge. De la dentelle noire que je n'avais jamais vue auparavant, des pièces de créateurs qui n'étaient pas portées pour mon bénéfice. Des reçus sont apparus, des papiers froissés montrant des dépenses dans des restaurants et des hôtels haut de gamme les jours où elle prétendait faire du shopping. Son téléphone est devenu Fort Knox. Elle a changé son code d'accès, passant de la date de notre anniversaire à quelque chose que je ne pouvais pas deviner. Elle a commencé à l'emmener partout, l'orientant pour qu'on ne puisse pas le voir quand des SMS arrivaient. Je voulais lui faire confiance. Mon Dieu, à quel point je voulais croire en la femme à qui j'avais promis ma vie, mais mes tripes me hurlaient le contraire. Un avertissement primaire qui résonnait dans ma poitrine chaque fois qu'elle souriait à son téléphone. Chaque fois qu'elle rentrait tard avec des explications qui ne tenaient pas debout. Ce soir, en la regardant faire défiler son téléphone avec ce sourire secret pendant qu'une émission de télé-réalité stupide passait, j'ai enfin admis ce que j'évitais depuis des semaines. Ce n'était pas du stress. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était une trahison, délibérée et calculée. J'ai pris une décision assis là, sur notre canapé. Demain, j'appellerai quelqu'un qui traitait de la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être laide. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que j'avais tort. Mais au fond de moi, je savais déjà, et ce que j'allais découvrir allait me faire regretter de ne pas être resté aveugle. Le nom de Raymond Cross venait de Jake Murphy, un collègue dont le mariage avait implosé il y a 3 ans. Le meilleur enquêteur de la ville, m'avait dit Jake. Si tu as besoin de preuves, il les obtiendra. L'appel téléphonique a été bref, clinique. Cross Investigation, a répondu une voix rocailleuse. Je crois que ma femme me trompe, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. J'ai besoin de preuves. Depuis combien de temps avez-vous des soupçons?
Le ton de Raymond était pragmatique. 6 mois, peut-être plus, ai-je répondu. Parlez-moi de ses habitudes. Quand sort-elle? Où? À quelle fréquence, a-t-il demandé. J'ai tout fourni. Les soirées entre filles tous les mardis et vendredis, les marathons de shopping du week-end, les appels tard le soir derrière des portes fermées à clé. Son nom complet, notre adresse, les détails de sa voiture, ses horaires de sport, ses restaurants préférés. Quel est votre but ici? A demandé Raymond. De quel genre de preuves avez-vous besoin? Le genre qui tient la route au tribunal, ai-je dit sans hésitation. Le contrat de mariage m'a traversé l'esprit. J'ai besoin que tout soit documenté, horodaté, indéniable. Mes honoraires sont de 5 000. La plupart des affaires comme celle-ci prennent 2 à 3 semaines s'il y a quelque chose à trouver, a-t-il expliqué. J'ai transféré l'argent l'après-midi même, ayant l'impression d'acheter la destruction de ma propre vie. Les 3 semaines suivantes ont été une pure torture. Je faisais comme si de rien n'était, préparant le dîner, faisant la conversation, couché à côté d'une femme qui me semblait être une étrangère. Valérie semblait inconsciente de mon observation, ou peut-être qu'elle était simplement confiante dans sa tromperie. Elle a commencé à rentrer à la maison en sentant différemment. Pas seulement du parfum, mais de l'eau de Cologne. Une eau de Cologne chère que je ne portais pas, persistante malgré ses tentatives de la masquer. De la nouvelle lingerie est apparue dans le linge. Quand je l'ai complimentée sur un nouvel ensemble, elle a affirmé l'avoir acheté il y a des mois, mais je l'aurais remarqué. Chaque matin, je vérifiais mes emails pour voir les mises à jour de Raymond. La première semaine a apporté des rapports de surveillance, des photos de la voiture de Valérie à divers endroits, des horodatages prouvant qu'elle n'était pas là où elle prétendait être. Des virées shopping qui la menaient vers des parkings d'hôtels, des soirées entre filles dans des restaurants chers que ses amis ne pouvaient pas se permettre. Puis les photos ont commencé à arriver. Granuleuses d'abord, des photos de surveillance montrant Valérie avec quelqu'un. Un homme, cheveux bruns, costume cher, démarche confiante. Sur des images plus claires, ils se tenaient la main de part et d'autre de tables éclairées à la bougie, s'embrassaient dans des parkings avec la passion de nouveaux amants. Les rapports de Raymond devenaient détaillés. Le sujet continue son schéma de tromperie. Contact physique observé. Enquête sur l'identité du compagnon masculin en cours. Puis Raymond a appelé le jeudi après-midi. La gravité dans sa voix m'a tout dit. Nous devons nous rencontrer en personne, a-t-il dit. Son bureau était exactement ce à quoi je m'attendais. Bâtiment générique, néon, des yeux fatigués qui en avaient trop vu. Raymond a étalé des photos sur son bureau comme s'il distribuait des cartes. Votre femme a une liaison, a-t-il dit sans préambule. Depuis au moins 4 mois, probablement plus. J'ai tout documenté. Les photos racontaient l'histoire que je redoutais. Valérie et cet homme, Connor Lane selon Raymond, dans des poses de plus en plus intimes. Dîner au restaurant, étreinte sur des parkings, entrée et sortie d'hôtel avec des horodatages prouvant qu'ils ne se voyaient pas pour prendre un café. Puis sont venues les séquences vidéo. Raymond a fait glisser une tablette sur le bureau, la caméra de sécurité d'un hôtel. J'ai des contacts, a-t-il expliqué. La vidéo était explicite, indéniable, horodatée. Valérie et Connor dans une chambre d'hôtel, les corps entrelacés avec une passion que je n'avais pas vue chez ma femme depuis des mois. Son visage rougi de plaisir, ses mouvements urgents et désespérés. Elle avait l'air vivante d'une manière qui m'a serré la poitrine de rage. Connor Lane, 38 ans, promoteur immobilier, a poursuivi Raymond. Marié, 2 enfants, vit à Westfield Estate, pèse environ 3 millions. Il a déjà fait ça. 2 autres liaisons en 5 ans. Mes mains se sont serrées jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. 4 mois de mensonges, de tromperies élaborées, ma femme rentrant à la maison vers moi après avoir été avec lui. Combien de temps, ai-je demandé. 4 mois confirmés? En se basant sur les habitudes et le niveau de confort, probablement 6 mois au total, a-t-il répondu. J'ai pris des copies de tout. Photos, vidéos, rapports de surveillance. Les preuves étaient irréfutables, dévastatrices. Mais au lieu de confronter Valérie immédiatement, j'ai passé un autre appel. À Margaret Sinclair, l'avocate spécialisée en divorce qui avait géré l'affaire de Jake avec une efficacité impitoyable. J'ai besoin d'une consultation pour un divorce, ai-je dit, fixant les photos de ma femme avec un autre homme. J'ai des preuves d'adultère. Est-ce que demain à 10 h vous convient?
Madame Sinclair voudra tout examiner, a répondu la réceptionniste. Dites-lui que c'est très simple. Ma femme a violé notre contrat de mariage et je veux qu'elle perde tout, ai-je déclaré. J'avais les preuves. J'avais la rage. Mais j'avais aussi quelque chose de plus dangereux, la patience. Parce que je n'allais pas seulement la coincer. J'allais la détruire. Le bureau de Margaret Sinclair occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en fenêtres et en meubles coûteux qui témoignaient d'une compétence impitoyable. Elle était exactement ce que j'attendais, le regard perçant, impeccablement habillée, avec un sourire de prédatrice qui rendait la partie adverse nerveuse. « Montrez-moi ce que vous avez », a-t-elle dit en désignant la chaise en cuir de l'autre côté de son bureau. J'ai étalé les preuves de Raymond sur la surface polie. Photos, vidéos, rapports horodatés, organisés avec une précision méthodique. Margaret a tout examiné avec un détachement chirurgical. Elle s'est arrêtée sur certaines photos, a pris des notes, a regardé des clips vidéo avec une expression qui ne changeait jamais. Quand elle eut fini, elle s'est adossée et a souri. Pas de la chaleur, mais une froide satisfaction de prédatrice. C'est en béton armé, a-t-elle dit en tapotant l'écran de la tablette. Photos, vidéos, horodatage, vérification par un tiers, combiné à votre contrat de mariage, elle n'aura rien. Absolument rien. Elle a sorti mon contrat de mariage et a tracé du doigt la clause pertinente. L'adultère annule tout droit sur les biens matrimoniaux. Propre, simple, inattaquable. La maison est de toute façon un bien acquis avant le mariage. Toutes les économies, les comptes de retraite, les investissements, tout reste à vous, a-t-elle expliqué. Je me suis penché en avant. Je veux lancer la procédure immédiatement, mais ne lui remettez pas encore les papiers. Margaret a haussé un sourcil. Vous voulez la confronter d'abord? Je veux qu'elle creuse sa propre tombe. Je veux qu'elle pense qu'elle a l'avantage, qu'elle me montre exactement qui elle est vraiment. Ensuite, je veux voir son visage quand elle réalisera qu'elle a tout perdu, ai-je répondu. Margaret a souri sincèrement cette fois. Risqué, mais satisfaisant. Et juridiquement solide. Nous préparons les papiers. Quand vous déciderez de procéder, je pourrai avoir un huissier à votre porte dans l'heure. Nous avons passé 2 heures à discuter de la stratégie. Les implications du contrat de mariage étaient dévastatrices. L'adultère n'annulait pas seulement les revendications de biens de Valérie, mais éliminait la pension alimentaire. La maison, achetée avant le mariage, était à moi quoi qu'il arrive. Les économies communes, les comptes de retraite, même les meubles, tout était à moi. Votre beau-père a construit l'arme parfaite pour détruire la sécurité financière de sa fille, a noté Margaret avec ironie. Il pensait vous protéger tous les deux. Au lieu de cela, il a fait de son divorce l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Au cours de la semaine suivante, je me suis préparé avec une précision méthodique. Chaque système nécessitait un plan, et détruire le monde de ma femme exigeait la même planification minutieuse qu'un logiciel d'entreprise. J'ai ouvert un compte bancaire séparé, y transférant assez pour les dépenses, mais laissant les comptes joints intacts. Aucun signal d'alarme. J'ai changé les mots de passe de mes comptes personnels, mais j'ai laissé les mots de passe partagés tranquilles. J'ai consulté un expert en sécurité informatique concernant l'enregistrement des conversations. État où le consentement d'une seule partie est suffisant, j'étais couvert. J'ai sauvegardé 5 ans de relevés financiers, documentant chaque achat majeur et chaque compte. Si Valérie voulait se battre, elle découvrirait que j'avais documenté toute notre vie financière avec un souci du détail obsessionnel. À la maison, j'ai joué le mari inconscient à la perfection. Je posais des questions sur sa journée, mentionnais des problèmes de voiture, suggérais de planifier des vacances. Valérie s'impliquait à peine, son attention constamment attirée par son téléphone. Un soir, elle a parlé de la soirée entre filles du vendredi. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, l'embrassant sur le front. Amuse-toi bien. Dis bonjour à Sarah de ma part, lui ai-je dit chaleureusement. Vendredi soir, alors que Valérie était vraisemblablement avec Connor, j'étais assis dans mon bureau pour tout revoir. Dossier de preuves organisé chronologiquement, vidéo prête, appareil d'enregistrement chargé et testé. Les papiers de divorce de Margaret dans le tiroir de mon bureau. Je me suis servi 2 doigts de Macallan, pas pour m'engourdir, mais pour m'assurer d'avoir les mains fermes. Demain, je donnerai à Valérie exactement ce qu'elle méritait. La vérité et les conséquences. Elle allait entrer en pensant qu'elle était intouchable, croyant que ses mensonges avaient réussi,
confiante de pouvoir continuer indéfiniment. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de tout perdre. Mariage, sécurité, maison, famille, respect, et surtout, son sentiment de supériorité. Je n'étais plus nerveux. J'étais excité. Parce que demain, Valérie découvrirait ce qui arrive quand on sous-estime l'homme dont on a systématiquement détruit la vie, et j'allais savourer chaque seconde de sa prise de conscience. Je suis rentré chez moi le samedi après-midi avec le dossier de preuve sur le siège passager, et l'enregistreur numérique déjà en marche dans la poche de ma chemise. Mes mains étaient fermes, ma respiration contrôlée, ma rage cristallisée en quelque chose de froid et chirurgical. 3 semaines d'enquête, 2 semaines de préparation juridique, et des mois de soupçons avaient mené à ce moment. J'ai franchi la porte d'entrée pour trouver Valérie exactement là où je l'attendais, vautrée sur notre canapé en cuir, une émission de télé-réalité passant sur l'écran de 70 pouces que j'avais acheté pour notre anniversaire, téléphone à la main. Complètement à l'aise dans la maison qu'elle était sur le point de perdre. « Salut, bébé », a-t-elle dit sans lever les yeux, son pouce faisant défiler ce que je savais maintenant être probablement des messages de Connor. Comment c'était le travail ? Le mépris désinvolte de sa voix. Je n'avais même pas été au travail, on était samedi après-midi, cristallisait tout ce qui n'allait pas dans notre mariage en un seul instant. Elle ne se souciait pas assez de moi pour se rappeler quel jour on était, et encore moins où j'avais été. J'étais un meuble pour elle, un accessoire pratique à la vie que je fournissais. « Valérie, il faut qu'on parle », ai-je annoncé. Quelque chose dans mon ton l'a fait lever les yeux, bien qu'elle n'ait pas posé son téléphone. L'agacement a traversé ses traits, l'expression de quelqu'un qui est interrompu pendant quelque chose d'important. « Ça peut attendre ? C'est un bon épisode », a-t-elle répondu d'un ton méprisant. « Non, ça ne peut pas », ai-je dit fermement. J'ai marché vers la télévision et je l'ai éteinte, puis je me suis dirigé vers le fauteuil en face d'elle, maintenant délibérément une certaine distance, me positionnant là où je pouvais voir son visage clairement quand tout s'écroulerait. Valérie a soupiré de façon dramatique et a finalement posé son téléphone, croisant les bras avec la patience exagérée de quelqu'un qui cède aux caprices d'un enfant. « Je suis au courant pour la liaison », ai-je déclaré. Les mots ont atterri comme des pierres jetées dans une eau calme, créant des ondes qui se sont propagées sur le visage de Valérie par vagues. La surprise, suivie d'un calcul rapide, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Pendant une fraction de seconde, son masque a complètement glissé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un de froid, de calculateur, sans peur. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé, sa voix mesurée, testant, sondant pour voir ce que je savais vraiment. Ce n'était pas la réponse d'une femme innocente accusée à tort. C'était de la stratégie. Ne joue pas à l'idiote, Valérie. Je sais pour Connor Lane, ai-je répondu calmement. Le nom l'a frappé comme un coup physique. Le sang a déserté son visage pendant un instant avant que son sang-froid professionnel ne reprenne le dessus. Elle était douée pour ça. Elle m'avait probablement menti depuis bien plus longtemps que je ne l'avais soupçonné. Mais elle n'était pas assez douée. Le masque s'est complètement fissuré. Les yeux de Valérie se sont plissés. Sa posture est passée de défensive à quelque chose frôlant l'agressivité. Elle a posé son téléphone avec un soin exagéré, s'est adossée au coussin du canapé et a croisé les bras. Le langage corporel de quelqu'un qui venait de décider d'arrêter de faire semblant. « D'accord », a-t-elle dit, sa voix portant un nouveau tranchant. « Donc, tu sais. » Pas de déni, pas de larmes. Pas de protestation d'innocence choquée ni de demande de pardon. Juste une reconnaissance, aussi désinvolte que si l'on parlait de la pluie et du beau temps. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu ma femme. « Alors, tu ne vas même pas nier ?» ai-je demandé, ma voix restant calme, bien que mon cœur cogna contre mes côtes comme un animal en cage. « Pourquoi le ferais-je » a-t-elle répondu, se levant et commençant à faire les 100 pas dans notre salon, s'échauffant à ce qu'elle pensait clairement être une position de force. « Ethan, soyons adultes à ce sujet. Tu es un homme bien, fiable, stable, financièrement à l'abri. Mais tu es aussi prévisible, ennuyeux. Connor me fait me sentir vivante d'une manière que tu ne pourrais jamais égaler. » Elle était vraiment en train de me faire la morale, debout dans la maison que j'avais achetée, portant des vêtements que j'avais payés, venant d'avouer des mois d'infidélité, et elle me traitait comme si j'étais le problème. L'audace était à couper le souffle. « Voici comment ça va se passer », a-t-elle continué, sa confiance augmentant à chaque mot. « Connor et moi allons rester ensemble. Ce n'est pas une simple aventure, Ethan.
Nous sommes amoureux. Un amour véritable. Le genre qui vous fait oublier que tout le reste existe. Je l'amènerai ici une fois par semaine. Le mercredi soir quand tu travailles généralement tard de toute façon. Tu feras avec. Je la regardais, véritablement sans voix. Elle ne faisait pas qu'avouer son adultère, elle proposait de l'institutionnaliser. De transformer notre mariage en une sorte d'arrangement malsain où je payais pour le privilège d'être humilié dans ma propre maison. Ou quoi, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Le sourire de Valérie était celui d'une pure prédatrice. Le sourire satisfait de quelqu'un qui pensait avoir toutes les cartes en main. Ou je divorce et je prends la moitié de tout. La maison, tes économies, tes comptes de retraite, tout. Bien commun, bébé. Partage 50-50e. Je te ruinerai financièrement pendant que Connor et moi construirons quelque chose de vrai, a-t-elle déclaré d'un air suffisant. Elle a marché jusqu'à la cuisine, s'est servi un verre de vin comme si elle fêtait ça. Comme si elle avait déjà gagné. Et honnêtement, Ethan, c'est de ta faute. Tu es ennuyeux, prévisible. Tu rentres à la maison, tu dînes, tu regardes la télé, tu vas te coucher. Connor prend des risques. Il est excitant. Il me fait me sentir femme, pas comme un appareil ménager qu'on sort pour les soirées de l'entreprise. A-t-elle continué en sirotant son vin. Elle a eu un petit sourire en coin par-dessus le bord de son verre. Connor possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville. Il pèse 3 fois ce que tu gagnes. Quand nous sommes ensemble, j'ai l'impression de vivre, pas juste d'exister. Alors, soit tu acceptes ta place dans ce nouvel arrangement. Soit tu perds tout et tu recommences à zéro dans un studio pendant que Connor et moi profitons de la vie que tu as bâtie. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit étouffé de la circulation à l'extérieur et du bourdonnement de notre réfrigérateur. Valérie se tenait là, sirotant son vin, rayonnant de satisfaction, complètement convaincue qu'elle venait de porter un coup de maître. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour la détruire complètement. J'ai mis la main dans mon sac et j'en ai sorti le dossier de preuve, le lâchant sur la table basse avec un bruit qui a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Ouvre-le, ai-je ordonné. Valérie a froncé les sourcils, sa confiance vacillant pour la première fois. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, ai-je répété fermement. Elle a posé son verre de vin et s'est approchée de la table, ses mouvements soudainement incertains. Le dossier semblait devenir plus grand à mesure qu'elle s'en approchait, comme s'il contenait quelque chose de dangereux, ce qui, de son point de vue, était absolument le cas. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a ouvert le dossier. Les photos se sont répandues sur la table basse comme des accusations. Elle et Connor s'embrassant à la sortie de restaurants, se tenant la main dans des parkings, entrant dans des hôtels ensemble. Puis sont venues les captures d'écran de vidéos, explicites et horodatées, ne laissant aucune place à l'interprétation ou au déni. J'ai regardé les couleurs quitter son visage comme l'eau s'écoule d'un tuyau cassé. Sa bouche s'est ouverte, sa respiration est devenue superficielle et rapide. La femme confiante qui me faisait la morale sur l'acceptation de ma place se transformait en quelqu'un de désespéré et d'effrayé. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines, ai-je dit, ma voix aussi calme que celle d'un chirurgien expliquant une procédure. J'ai des photos, des vidéos, des rapports de surveillance, tout. Les mains de Valérie tremblaient maintenant alors qu'elle ramassait photo après photo, chacune étant un clou dans le cercueil de son arrogance. Ethan, attends, a-t-elle commencé désespérément. Tu te souviens du contrat de mariage sur lequel ton père avait insisté? Je me suis penché en avant, savourant sa panique grandissante pour la première fois depuis des mois. Celui avec la jolie petite clause sur l'adultère qui annule toute revendication sur les biens matrimoniaux? Tu sais, celui que tu as signé avec tant de confiance parce que tu ne tromperais jamais? L'arrogance s'est effondrée comme un château de cartes dans un ouragan. Les larmes ont rempli ses yeux. De la vraie terreur maintenant, pas une comédie, pas de la manipulation. Ethan, s'il te plaît, c'était une erreur. Je vais y mettre fin tout de suite. Donne-moi une autre chance. Je t'aime, a-t-elle plaidé frénétiquement. Le désespoir était presque pathétique. La femme qui exigeait que j'accepte son amant dans notre maison implorait maintenant une pitié qu'elle ne m'aurait jamais montrée. Une erreur, ai-je ri, froidement et amèrement. Tu viens juste de finir de me dire que tu allais amener Connor dans ma maison une fois par semaine. Que je devais l'accepter ou que tu me ruinerais financièrement. Que tout cela était de ma faute parce que j'étais ennuyeux.
C'était ta dernière offre, tu te souviens? Je ne le pensais pas. J'étais contrarié. Je ne pensais pas clairement, a-t-elle balbutié. Oh, mais attends. Il y a plus. J'ai sorti mon téléphone, préparant l'enregistrement que j'avais fait depuis que j'avais franchi la porte. Je veux que tu écoutes quelque chose. Sa propre voix a rempli la pièce, claire comme du cristal. Je l'amènerai ici une fois par semaine, le mercredi soir, quand tu travailles généralement tard de toute façon. Tu feras avec où je divorce et je prends la moitié de tout. C'est de ta faute. Tu es ennuyeux, prévisible. Connor me fait me sentir femme, pas comme un appareil ménager. Le visage de Valérie s'est complètement décomposé. Tu m'as enregistré, a-t-elle demandé, sa voix se brisant sur les mots. Chaque mot, ai-je confirmé, me levant et marchant jusqu'à l'endroit où elle se tenait. Regardant de haut la femme qui avait passé des mois à détruire notre mariage. Tu veux savoir ce qui est prévisible, Valérie? Une femme infidèle qui se croit plus intelligente que tout le monde. Jusqu'au moment où elle réalise qu'elle a été prise. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai grande ouverte. L'air frais du soir s'est engouffré dans notre salon. Sors. Ethan, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, son mascara coulant sur ses joues. L'adultère confiante remplacée par une femme désespérée qui venait de réaliser l'ampleur de son erreur. Je suis désolé. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi. Je ne le reverrai plus jamais. On peut aller suivre une thérapie de couple. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Où suis-je censé aller? A-t-elle gémi, sa voix résonnant dans le quartier. C'est pas mon problème, ai-je répondu froidement. J'ai attrapé son sac à main sur la table d'appoint et je le lui ai tendu. Tu aurais dû y penser avant de décider de coucher avec un autre homme dans des chambres d'hôtel tout en prévoyant de m'humilier dans ma propre maison. Je l'ai guidé vers la porte. Pas brutalement, mais fermement, de la manière dont on escorterait un intrus hors de sa propriété. Ethan, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Et mes affaires? A-t-elle pleuré? Ton avocat pourra s'arranger pour les récupérer une fois le divorce prononcé, ai-je répondu. Mon avocat? Je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas les moyens, a-t-elle protesté. Tu aurais dû y penser avant de violer le contrat de mariage qui va te laisser sans rien. J'ai reculé, lui laissant de la place pour franchir le seuil. Adieu, Valérie. Elle se tenait sur le porche, sanglotant, suppliant, tendant la main vers moi à travers la porte ouverte. S'il te plaît, je suis désolé. Je t'aime. Ne me fais pas ça. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Le clic a résonné dans la maison avec une belle finalité. Valérie a martelé la porte, ses sanglots et ses supplications étouffées par le bois massif, mais je m'éloignais déjà. J'ai sorti mon téléphone et envoyé 2 SMS. Le premier à Margaret. Confrontation terminée. Lancez la procédure. Le second à Robert, le père de Valérie. Besoin de vous parler. Pouvez-vous m'appeler ce soir? Ensuite, je me suis servi un autre whisky et j'ai écouté le monde de ma femme s'écrouler de l'autre côté de la porte. Elle pensait être intouchable. Elle pensait pouvoir me détruire et repartir avec la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Au lieu de cela, elle venait de se détruire elle-même. Mais je n'avais pas fini. Non, loin de là. Robert a répondu à la première sonnerie, sa voix lourde d'épuisement. Ethan, Valérie a appelé en pleurant, disant que tu l'avais mise à la porte. Que s'est-il passé, a-t-il demandé. J'aurais pu y aller en douceur, mais Robert méritait la vérité. Robert, Valérie a une liaison. J'ai des preuves. Je demande le divorce et je fais appliquer le contrat de mariage, ai-je expliqué. Le silence s'est étiré sur la ligne téléphonique. Je pouvais l'imaginer dans son bureau essayant de digérer le fait que sa fille était devenue exactement ce contre quoi le contrat de mariage était censé protéger. Envoie-moi les preuves, a-t-il dit finalement, la voix contrôlée mais tendue. J'ai tout transféré, photos, vidéos, rapports de surveillance, l'enregistrement audio. Robert avait besoin de savoir exactement qui sa fille était devenue. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de Robert portait une déception et une honte profonde. J'ai honte d'elle, Ethan. Profondément honte. Tu as parfaitement le droit de divorcer et de faire appliquer ce contrat de mariage. Elle en connaissait les conséquences quand elle l'a signé, a-t-il dit lourdement.
Il a fait une pause, luttant avec des mots qu'aucun père ne devrait avoir à prononcer. Elle n'obtiendra rien de nous non plus. Linda et moi en avons discuté. Si elle vient ici chercher de l'argent ou un abri, nous la renverrons. Elle a fait ses choix. Merci. Musique, je suis désolé qu'on en soit arrivé là, ai-je répondu. C'est entièrement de sa faute. Ce contrat de mariage était conçu pour vous protéger tous les deux d'exactement ce genre de situation, a-t-il répondu. Moins d'une heure plus tard, Valérie était chez ses parents. Linda m'a appelé pour me le dire, la voix tremblante de colère et de déception. Elle est sur notre porche en train de pleurer, prétendant que tu as ruiné sa vie. Mais nous avons entendu l'enregistrement, Ethan. Nous savons ce qu'elle a vraiment dit, m'a informé Linda. À travers le téléphone, je pouvais entendre Valérie supplier ses parents de l'aider, de prendre son parti contre le mari qui l'avait mise face à ses responsabilités. Robert est en train de lui expliquer que nous ne l'aiderons pas, que nous ne pouvons pas soutenir ce qu'elle a fait. Elle n'est plus la bienvenue ici, a continué Linda. La conversation s'est mal terminée pour Valérie. Ses parents, qui l'avaient élevée pour croire en l'intégrité, ne pouvaient pas réconcilier la femme sur le pas de leur porte avec les valeurs qu'ils avaient essayé de lui inculquer. Mais je n'avais pas fini. Valérie n'était pas la seule à devoir en subir les conséquences. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Westfield Estate, la résidence sécurisée où vivait Connor Lan. Son adresse m'a conduit à une belle maison avec un aménagement paysager immaculé et des jouets d'enfants éparpillés sur la pelouse. Une femme a répondu. Début de la trentaine. Des yeux gentils, tenant un enfant en bas âge pendant qu'un autre enfant jouait derrière elle. C'était Diane Lan, innocente des trahisons de son mari. Puis-je vous aider, a-t-elle demandé, véritablement accueillante. Êtes-vous la femme de Connor Lan? J'ai gardé une voix douce. Cette femme était une victime, elle aussi. Oui, qui êtes-vous, a-t-elle répondu curieusement. Je m'appelle Ethan Rod. Je suis marié à Valérie Rod. Je dois vous montrer quelque chose au sujet de votre mari, ai-je expliqué. Je lui ai tendu des copies du rapport de l'enquêteur. Photos, vidéos, documents horodatés. Le visage de Diane a changé lorsqu'elle l'a ouvert, la confusion cédant la place à un chagrin dévastateur. Elle a posé l'enfant en bas âge, les mains tremblantes alors qu'elle feuilletait les preuves. Des photos de Connor tenant la main de Valérie, l'embrassant, entrant dans des hôtels ensemble. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu. Je suis désolé que vous ayez à le découvrir de cette façon, ai-je dit doucement. Mais vous méritez de connaître la vérité. Vous méritez mieux que ça. Diane a levé les yeux, les larmes coulant mais la voix ferme. Merci. Merci de me l'avoir dit. J'avais des soupçons, mais il avait toujours des explications. Je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Vous n'étiez pas paranoïaque. Vous étiez marié à un menteur, l'ai-je rassuré. Alors que je retournais à ma voiture, j'ai entendu la porte se fermer, puis des cris étouffés venant de l'intérieur. Le jugement de Connor avait commencé. Margaret a appelé cet après-midi-là. Les papiers sont déposés et elle a été assignée. L'huissier l'a trouvée dans un motel bon marché des quartiers. Ses parents ont refusé de la laisser rester, a-t-elle rapporté. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. Hystérie, pleurs, cris, prétendant que c'était une erreur. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur le contrat de mariage, s'il y avait un moyen de le contourner, a répondu Margaret. Margaret a fait une pause. J'ai aussi reçu un appel de l'avocat de Connor Lan. Sa femme a demandé le divorce ce matin, réclamant tout, la garde exclusive, la maison, une pension alimentaire substantielle. Elle utilise vos preuves pour un divorce pour faute. L'ironie était parfaite. Connor, qui avait aidé à détruire mon mariage, perdait sa propre famille à cause des mêmes preuves qui détruisaient Valérie. Qu'en est-il de la représentation de Valérie, ai-je demandé. Elle n'a pas les moyens de se payer quelqu'un de correct. Le contrat de mariage est en béton armé, Ethan. Même si elle trouve un avocat, il n'y a aucune défense contre ces preuves. Elle va tout perdre, a confirmé Margaret. J'avais détruit tout ce sur quoi Valérie pensait pouvoir compter. Le mariage, la sécurité, le soutien de sa famille, et même la stabilité de son amant. Tout ce qui restait, c'était de regarder les cendres retomber. 60 jours plus tard, je me tenais dans le bureau de Margaret Sinclair avec le jugement de divorce définitif en main.
La décision du juge était sans équivoque. L'adultère annule toute revendication sur les biens matrimoniaux. Valérie n'a rien reçu. Le contrat de mariage a tenu parfaitement. Propre comme un sou neuf, a dit Margaret. Elle ne l'a même pas contesté. Son avocat a jeté un œil aux preuves et lui a conseillé de signer plutôt que d'accumuler des frais qu'elle ne pourrait pas payer. La facture finale de Margaret était substantielle mais valait chaque centime. La justice avait un prix et j'avais été heureux de le payer. Le divorce de Diane Lane s'est déroulé avec une efficacité impitoyable. Son avocat, armé de mes preuves, avait mis Connor en pièces au tribunal. Garde exclusive, la maison, une pension alimentaire substantielle qui le paralyserait financièrement pendant des années. Son empire immobilier s'est effondré alors que ses partenaires commerciaux prenaient leur distance par rapport au scandale. Diane a appelé une fois pour me remercier. Vous nous avez sauvés de gaspiller plus d'années avec lui. Mes enfants méritent mieux, a-t-elle dit avec gratitude. Nous ne nous sommes plus jamais parlé, mais j'étais satisfait de savoir que j'avais aidé une autre personne innocente à s'échapper. Valérie a quitté la ville après le divorce. Incapable de trouver du travail là où sa réputation la précédait. Ses amis l'ont abandonnée, sa famille l'a reniée. Elle a envoyé un email à propos de ses regrets et des secondes chances. Je l'ai supprimé sans le lire, puis j'ai bloqué son adresse. Je me suis plongé dans le travail, reprenant contact avec les amis que j'avais négligés. La promotion qui m'était passée sous le nez a été confirmée avec une augmentation substantielle. J'ai commencé une thérapie pour surmonter la trahison, j'ai fait de gros travaux de rénovation dans la maison, effaçant toute trace de la femme qui l'avait partagée sans l'apprécier. 6 mois plus tard, debout dans ma cuisine remodelée un dimanche matin, buvant du café que j'avais moulu moi-même pendant que du jazz jouait doucement, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais sincèrement heureux. Pas en train de récupérer ou de faire face, véritablement heureux. Libre. La trahison qui avait failli me détruire avait au contraire détruit le mensonge dans lequel je vivais. Valérie ne m'avait pas brisé. Elle avait révélé ma force, ma résilience, ma capacité à survivre à la pire chose que je pensais pouvoir arriver. Elle m'avait montré exactement qui elle était quand elle se tenait dans cette cuisine pour planifier les visites hebdomadaires de son amant. Au lieu de me briser, elle m'avait libéré pour construire quelque chose de vrai, quelque chose digne de l'homme que j'avais prouvé être. Elle pensait m'avoir brisé. Au lieu de cela, elle m'avait rendu ma liberté.